Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur ABC Talk TV, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Et bienvenue dans cette émission qui s'appelle L'Instant Joyeux, avec celui que vous attendez, que vous retrouvez d'ailleurs en webinaire très régulièrement les mercredis, si je ne m'abuse, chaque mercredi soir avec une thématique bien spécifique et notamment avec son association qui s'appelle Famille Santé Prévention et bien entendu les émissions chaque dimanche avec ici sur ce plateau l'expertise de ce grand cancérologue qui sait à chaque fois nous tenir d'abord en haleine et puis faire en sorte qu'on puisse s'informer et faire de la prévention avant d'en arriver à des situations qui sont parfois un peu délicates que l'on vit régulièrement. Professeur Henri Joyeux, bonjour. Bonjour. Une petite correction, je ne suis pas un grand cancérologue, mais un cancérologue tout court. Mais vous êtes grand cancérologue, voilà. Je confirme. Merci d'être là en tout cas, merci infiniment. Voilà ce livre qui est très étonnant, qui a parfois un titre un peu provocateur du professeur Henri Joyeux avec une préface d'Edgar Morin. Vous allez nous présenter une virtuose grand monsieur qui a 101... Il va arriver à 102. 102 là, ouais. Incroyable. Centenaire et en pleine forme, aux éditions du Rocher, bien respirer, bien voir, bien entendre. Est-ce que c'est un titre provocateur? Alors, c'est une idée qui est venue grâce ou à cause du Covid. Beaucoup de gens sont morts avec des problèmes respiratoires. Et souvenez-vous, on avait peur, on avait le digital, le bout du doigt, les petits appareils. Vous avez une oxygénation à 90, désolé, vous allez aller en réa. Alors qu'il suffisait de faire 3-4 mouvements respiratoires et vous passez de 90 à 94. D'accord? Ça, on ne vous l'a pas dit. Bon. Et donc, il s'est avéré qu'en regardant un peu dans la littérature, en interrogeant aussi, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le monde médical, sur les poumons, ça n'a pas grand-chose. En même temps, donc, il y a eu des peurs respiratoires, premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'en vieillissant, il y a un problème de vue et il y a un problème d'audition. Et avec l'audition, nous allons le voir, il y a un problème d'équilibre. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas se casser le col du fémur. Bon. Donc je me suis dit, après tout, quand je vois mon maître, entre guillemets, Edgar Morin, mon maître au sens humain du terme, je me dis, ben voilà, il faut que je fasse un livre sur centenaire, l'objectif. Présentez-nous Edgar Morin. Alors Edgar Morin, je l'ai connu au Maroc, figurez-vous, au festival de musique sacrée où j'étais invité à donner des conférences sur les aspects de la santé, du bonheur, de la santé, même de la spiritualité. Et du bien-être. Tout à fait. Et Edgar Morin était là. Et un jour, j'écoute Edgar Morin sous un magnifique chêne en train de discuter avec Nabil Ayouch, que j'aime beaucoup, il faudra que vous le receviez un de ces jours, qui est un réalisateur de films absolument remarquable. Et c'était donc une discussion entre un homme de 92 ans, Edgar Morin, il en avait 92, et Nabil Ayouch sur le cinéma. Et j'apprends que Edgar est un passionné du cinéma, il y va en général 3 fois par semaine depuis l'âge de 13 ou 15 ans. Il a eu une grande formation sur ces aspects-là. Et en même temps, il discute avec un jeune qui a, je ne sais pas, 35 ans, et qui est un réalisateur de films sur l'importance de l'art cinématographique, 7e art, etc. Passionnant. Suite à ça, comme j'étais invité, comme Edgar, à donner des conférences dans ce festival de musique sacrée à Fès, ben, nous avons un repas ensemble. Et je me débrouille pour être à côté de Nabil Ayouch. C'était l'anniversaire de mon mariage à ce moment-là, et je lui dis, vous êtes un cadeau d'anniversaire. Il me regarde, qu'est-ce que c'est ça, un cadeau d'anniversaire? J'ai jamais été un cadeau d'anniversaire. Et je lui ai dit, Edgar était de l'autre côté, je lui ai dit, Edgar, vous êtes un cadeau d'anniversaire. Donc j'en avais deux. J'avais Edgar et j'avais Nabil Ayouch. Nous sommes devenus évidemment amis avec Edgar comme avec Nabil Ayouch. Et Edgar était à Paris, je l'ai vu sur Paris, et puis il m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas me soigner? Je lui ai dit, Edgar, soigner quelqu'un à 92 ans, vous avez quand même un cardiologue, il faut le suivre, vous avez un néphrologue, il faut le suivre, vous avez un pneumologue, il faut le suivre. Qu'est-ce qu'il avait comme pathologie? Bon, il a des pathologies de son âge, bon voilà. Mais en même temps, il a toute sa tête, il a toute sa respiration, il a toutes ses jambes, donc il était en bon état, donc voilà, en très bon état. Et il est toujours en bon état. Oui, absolument, je l'ai revu. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone ou par SMS. Donc il a un peu de problème d'audition, ça c'est clair, donc il faut se mettre du bon côté quand on veut lui parler, il y voit parfaitement. Il travaille sur son ordinateur du matin au soir, il donne des conférences, des interviews, je l'ai écouté sur le sport, je l'ai écouté sur la musique, je l'ai écouté sur la politique.
Il a écrit un bouquin récemment que je conseille d'ailleurs, qui s'appelle À partir de 1940 jusqu'à 2023, de guerre en guerre, de guerre en guerre. Bon, on n'arrête pas. Et il a une vision qui est assez, qui me semble assez juste sur un équilibre entre les nations et pas sur des bagarres entre les nations. Il a été grand résistant, bon, il a connu les pires choses. Et quand j'ai écrit ce bouquin, je lui ai dit, Edgar, si j'écris un bouquin centenaire, il faut me le préfacer. Il m'en avait déjà postfacé un, et il avait postfacé comment éviter Alzheimer et Parkinson, parce qu'il n'avait ni l'un ni l'autre. Bon. Il avait fait une excellente post-préface, il n'avait pas voulu être en première position. Bon, et là, il a accepté d'être en première position, donc, et il a fait une préface qui est un régal. De lire cette préface, c'est un régal, parce qu'il raconte un peu sa vie et le pourquoi il est en pleine forme, alors que quand il est sorti du ventre de sa mère, il a fallu le battre longtemps pour qu'il se mette à respirer. Bon, eh ben, il respire toujours, et il respire très bien. Donc, j'ai traité dans ce livre de sujets qui sont absolument essentiels pour quelqu'un qui va arriver ou qui souhaite arriver à cet âge-là, la respiration, voir et entendre. Alors vous me direz, il reste toute l'activité physique, nous en parlons un peu, il reste l'alimentation, j'ai déjà écrit des bouquins, donc manger mieux et meilleur. Et sur l'activité physique, je prévois de faire un livre qui s'appellera Solide pour un siècle, donc solide pour un siècle, les os, les articulations, les muscles et les tendons, pour expliquer le génie articulaire, non seulement de nos doigts, mais aussi de toutes nos articulations, et expliquer comment on entretient tout ça. Est-ce que, honnêtement, c'est souhaitable? De devenir centenaire? Oui. Vous n'y êtes pas encore. Mais vous verrez que quand vous serez à la veille, vous aimerez bien y être. Mais pour ça, il faudra avoir votre tête. Il faudra avoir une bonne respiration. Il faudra avoir une bonne vision, une bonne audition, de bons muscles, etc. Donc, je pense que vous avez, Marc, franchement, vous avez une mission. Et votre mission, c'est de diffuser de l'information. Vous êtes sur un média nouveau, qui n'est pas très vieux, qui est en train de grandir. Il faut absolument d'ailleurs que les gens vous connaissent de plus en plus pour que vous puissiez diffuser encore plus largement. Et je trouve que c'est courageux de votre part et qu'à 100 ans, vous aurez toujours envie de transmettre. Oui, parce que c'est dans votre ADN, ça. Il y a de fortes chances. Et c'est vrai que ce livre a une utilité, je trouve, parce que quand on en parle dans nos familles, avec des gens qui ont un certain âge, qui dépassent les 80 ans, 85, 90, qui se posent évidemment beaucoup de questions, se disent la pire des choses, c'est que c'est quand la tête est là, mais que le corps ne suit plus. Ah ben voilà. Et quand la tête n'est plus là, c'est qu'il y a bien des raisons. Il n'y a pas de pathologie sans raison. Le vieillissement n'est pas une pathologie, c'est un état naturel. Comme l'adolescence est un état naturel. Le problème, c'est que vous pouvez être malade à l'adolescence pour telle ou telle raison, comme vous pouvez être malade dans le vieillissement. Et vous l'êtes plus souvent dans le vieillissement, pourquoi? Parce que vous avez ce que Luc Montagnier, qui était un très grand homme, contrairement à la façon dont il a été traité d'une façon strictement lamentable, Luc Montagnier, prix Nobel, bien sûr, avait trouvé le virus du sida, syndrome d'immunodépression acquise, et puis parce que c'était un homme de réflexion, un homme d'imagination, un homme de création. Il avait créé un autre syndrome, un autre sida, qui n'a rien à voir avec la sexualité, qui s'appelle le syndrome d'immunodépression acquise lié à l'âge. C'est le sida A. Bon. Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où vous allez avancer en âge, au-delà, au moins de 70 ans, si vous ne faites pas attention à votre état immunitaire, ça va chuter. Vos cellules qui avaient de la bonne mémoire contre des bactéries, des virus, des parasites, des intrus, si vous voulez, elles perdent de la mémoire. Mais même avant 70 ans. Oui, encore plus avant 70 ans, si vous ne faites pas attention. Mais vous êtes jeune, vous êtes loin de 70 ans, il faut vous préparer à avoir 70 ans. Voilà, il faut vous y préparer. Or, s'y préparer, c'est tous les jours. Ouais, bien sûr. Par son alimentation, par son sommeil, par ses relations affectives, relations humaines, sociales, etc. Donc, si vous êtes dans un cadre où vous vous sentez, ce n'est pas une mission évangélique, il ne faut pas délirer, mais si vous vous sentez bien dans votre peau et dans ce que vous faites, et vous, c'est de la transmission par le média que vous avez créé, franchement, je serais étonné que vous ayez envie de prendre la retraite. Vous prendrez la retraite pour des raisons fiscales et tout ce qu'on voudra, mais non, vous aurez envie de transmettre. Même à 70 ans, vous verrez, parce que vous aurez acquis une notoriété,
pas pour avoir la notoriété, mais parce qu'on dira, mais oui, mais Marc Leval, ABC Talk, regardez, c'est fabuleux, on peut apprendre des choses, c'est pas les autres télés où ils sont vissés, où on les oblige à dire ceci, oblige cela. Le journaliste, quand il vous fait ses nouvelles, il est en train de lire sur un prompteur, ça ne vient pas de lui, ce qu'il dit. Ça lui a été écrit, et il est là pour le lire, et s'il ne le lit pas, il dégage. Bon, tandis que chez vous, c'est pas ça, il n'y a pas de prompteur. Vous comprenez? En tout cas, on essaie effectivement d'avoir cette liberté d'expression et on essaie de donner la parole à ceux d'abord qui le méritent et ensuite qui ont quelque chose véritablement à dire et qui ont une expertise spécifique. Et encore une fois, je le redis d'ailleurs, parce que là aussi, on a eu des controverses à l'idée que vous puissiez vous installer sur ce canapé, sur cette chaîne de télé. La contradiction est toujours bonne à être entendue, est toujours bonne à recevoir. Et vous êtes ouvert à ça. Mais absolument. Et c'est toujours étonnant d'entendre effectivement des gens qui disent « Oh là là, mon Dieu, mais tu ne peux pas accueillir, tu ne peux pas donner la parole au professeur Henri Joyeux parce qu'il est très catégorique sur certaines choses. » Il faudra faire une émission. Je vais y réfléchir et je vais appeler des collègues qui sont capables de me donner des éléments sur qu'est-ce que c'est qu'un charlatan. Parce qu'on vous a traité de charlatan. Mais bien sûr, on m'a traité de charlatan. C'est une honte d'être un charlatan et qu'on puisse me traiter de charlatan. Le gars qui me traite de charlatan, il a un véritable problème. Nous allons lui faire la démonstration de tout cela. Laissez-moi un peu de temps et nous nous reverrons. Voilà. Mais je ne peux pas accepter ce genre de discours pour un homme qui est honnête, qui ne cherche pas à faire du pognon sur le dos des gens et qui donne des informations de qualité parce qu'il les a travaillées. Et gratuitement. Et gratuitement. Donc quand j'écris un bouquin sur Centenaire en pleine forme, c'est du boulot. Un bouquin, sachez que c'est le temps de 2 grossesses. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est donc grosso modo 18 mois. Donc c'est du travail et c'est de la rigueur. Vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Alors ça veut donc dire qu'il n'est jamais trop tard pour prendre conscience de... Oui, je pense que même quand vous avez 20 ans, ce qui me frappe, c'est que vous voyez des gosses de 20 ans, de 25, enfin des adultes de 20, 25 ans, qui vous parlent de leur retraite. Bon, très bien. Il y a eu le phénomène de la retraite, etc., la loi et compagnie, que je comprends parfaitement. Et je pense que la retraite est un temps important, nouveau, et qu'il faut s'y préparer. Mais on ne s'y prépare pas à 20 ans, soyons clairs. Bon, ce moment-là, c'était la préparation à 20 ans de lycéens ou de jeunes étudiants dans les facultés qui pensaient déjà au moment où ils en auraient 64, 65 pour penser qu'ils allaient se les rouler en cadence. Je suis à la retraite du bistouri depuis l'âge de 69 ans, je ne me roule pas du tout en cadence. Je dirais même que je travaille peut-être plus parce que j'ai plus de temps disponible pour faire ce que j'ai envie de faire. Bon. Donc ça, c'est un point capital. Donc oui, on doit se préparer au-delà de sa propre retraite professionnelle. Soit vous restez dans la profession parce que vous avez été un passionné, soit vous vous êtes emmerdé dans votre profession, auquel cas vous allez faire autre chose. Vous aimez la peinture, vous n'avez pas pu en faire, c'est le moment. Vous aimez le piano, vous n'avez pas pu en faire, vous allez vous y mettre, vous allez aller vers vos passions. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, professeur, dire, peut-être si on prenait le cap des 50 ans, et des 50 ans pour arriver centenaire, chaque décennie, s'il devait y avoir, entre guillemets, un bilan de santé à faire, est-ce que vous diriez à 50 ans, commencez à vous occuper de ça, à 60 ans ceci, à 70 ans ceci? Alors c'est difficile évidemment de faire des hommes-femmes. On peut ou pas? Oui, bien sûr, parce qu'on peut. Moi je pense qu'à 50 ans, à partir de 50 ans, il faut faire un taux de PSA, c'est pas Peugeot Citroën, mais c'est prostatique spécifique antigène, il faut le faire tous les ans. Pas tous les 2 ans, parce que l'important, c'est que ce taux ne double pas en une année, en l'espace de 12 mois. S'il double, ce taux, sans même qu'on vous examine votre prostate, sans même qu'on vous demande quel trouble vous avez pour uriner, pour la sexualité ou autre, ce taux est important. Pourquoi? Parce que si vous le voyez qui monte, c'est que vous êtes en train de préparer d'abord un adénome prostatique, c'est-à-dire une lésion bénigne de la prostate, mais attention, ça peut se transformer malheureusement en cancer, et nous voyons des cancers de la prostate de plus en plus tôt, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que les traitements sont pénibles, sont lourds. Je ne suis pas très favorable, pourtant je suis chirurgien, à la chirurgie, mais il y a la radiothérapie, il y a des traitements anti-hormonaux qui sont efficaces. Donc à 50 ans déjà, pour l'homme, il faut qu'il pense à sa prostate, d'autant que sa sexualité n'est pas en train de disparaître, loin de là, mais il souhaite que ça fonctionne. Je vois des hommes de 75 ou 80 ans qui m'écrivent en me disant « Docteur, vous ne pouvez pas m'aider là est-ce que je peux prendre du Cialis, du Viagra, du ci, du ça ?» Bon. Donc ça veut dire que ça reste un sujet majeur. Pour la femme, c'est autre chose. Pour la femme, il faut qu'elle fasse attention à son surpoids. Voyez,
Pourquoi? Parce qu'à partir de l'âge de 50 ans, qui est normalement l'âge de la ménopause, eh bien, c'est un temps où il n'y a plus la régulation hormonale avec le cycle féminin et où il y a une tendance à peut-être la prise de poids, un peu à se laisser aller, à des douleurs articulaires, à une peau un peu sèche. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le surpoids est cancérigène. Il est cancérigène pour le sein. Il est aussi, si vous voulez, négatif pour votre immunité, en ce sens que le surpoids est inflammatoire. Nous avons des aliments qu'on peut considérer comme inflammatoires et d'autres qui ne sont pas inflammatoires, qui vont baisser votre inflammation. Donc oui, à partir de 50 ans, il faut se préoccuper sans se mettre la trouille. Évidemment. Donc PSA pour les hommes, petit bilan prostatique. Oui. Et puis pour les femmes? Pour les femmes, il faut vérifier le surpoids. Okay. Madame, quelle est votre taille? Elle le sait. Quel est son poids? Elle le sait. En général, elle le surévalue. Une femme qui aura 5 kilos de trop, elle vous dira qu'elle en a 10, et un monsieur qui en a 10 de trop, il vous dira qu'elle en a 4. Ouais, vous voyez, c'est tout à fait différent. Oui, je pense qu'il faut... Et puis, voir son activité physique. On a eu de l'activité physique quand on était jeune, 25, 30, on a joué au football, au rugby, au volleyball, à tout ce que vous voulez, et c'est très bien qu'il y ait des matchs de femmes, de football, de rugby et compagnie, mais il ne s'agit pas, à partir de 50 ans, de dire « bon, bah oui, je ne peux plus jouer, mais je me mets devant la télé à regarder les matchs ». C'est pas du sport, ça, hein. Pas du tout. Bon, canapé ici, oui, mais pas canapé pour regarder des matchs. 60 ans. Oui. Alors, 60 ans, on avance, on commence à se dire, dans 4-5 ans, ça va être la retraite. D'accord? Donc, ça va être, j'aurai plus le même boulot. Bon, j'arrête mon boulot. Soit enfin, j'arrête mon boulot, soit, vraiment, si je pouvais continuer, je continuerais. Bon, donc, vous voyez, il y a deux aspects fort différents, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc là, il faut se préparer. Il faut se préparer en disant, mais qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Est-ce que ce sont simplement mes petits-enfants que j'amène à l'école matin, midi et soir? Why not? Est-ce que c'est l'histoire ou l'art ou les musées ou le théâtre ou le cinéma, etc. Commencez à se mettre dans la tête comment je vais faire lorsque je n'aurai plus mon travail. Alors là, les femmes parfois s'inquiètent. Pourquoi? Parce que si voilà, je vais avoir mon mari sur le dos du matin au soir. Toute la journée. Bon, toute la journée. Bon, donc danger. Ouais. Ça aussi, ça veut dire qu'il faut que ce soit la femme, que ce soit le couple, ils se préparent. Alors, soit préparer des voyages à l'autre bout du monde, pourquoi pas, soit sur leur passion, sur ce qui va les passionner. Et je pense que vous mettez ainsi votre psychologie dans un axe positif qui vous permettra de dépasser les 60 ans et d'arriver gentiment à 70. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à 70, les types, ils vous disent « quand je pense, je vais avoir 70 ans déjà », ils réfléchissent par rapport à leurs grands-parents. C'est vrai que moi, mes grands-parents, à 70 ans, ils étaient vieux, je les trouvais vieux. Je me souviens un jour, mon grand-père, qui avait une belle moustache, il vient me chercher avec sa 2 chevaux à l'école, et dans sa moustache, il dit « je ne sers à rien ». Moi, je suis un petit enfant, et j'entends mon grand-père qui me dit « je ne sers à rien ». Et ça a déclenché chez moi, c'est peut-être ça qui fait que j'ai cette maladie de transmettre de la santé, ça a déclenché, eh bien moi, quand je serai vieux, je servirai encore à quelque chose. Vous voyez? Vous avez parlé de l'aspect psychologique, psychique pour les 60 ans. Physiologiquement, biologiquement, à quoi doit-on faire attention? Activité physique, alimentation, on va peut-être avoir la gourmandise qui augmente. Bon, on va chercher les petits plats, c'est très bien. Donc attention à la ligne, ça veut dire garder une activité physique, que ce soit l'hiver peut-être pour aller faire du ski, parce que certains peuvent encore en faire avec beaucoup de passion, aller faire du vélo, aller faire de la piscine, avoir une activité physique, pas simplement je vais chez le kiné, quoi. Vous voyez? Parce que le kiné, ok, il fait très bien son travail, mais vous avez 1 heure de kinésithérapie et puis il n'y a rien qui se passe dans la semaine, quoi. Bon. 70 ans. Donc 70 ans, il faut viser 75 ans, d'accord? Bon, et là, vous ne voyez pas passer le temps. Si vous êtes dans votre passion, ce qui est mon cas, moi j'ai l'impression que la vie passe extrêmement vite. Je vais avoir donc 78 au mois de juin, et au fond de moi, je rigole, je me dis, c'est pas possible, ma mère, elle m'a déclaré avant l'heure, quoi. J'ai pas cet âge. Et non, c'est comme ça, mais parce que j'entretiens.
j'entretiens, je fais attention à mon sommeil, à mon alimentation, les enfants, les petits-enfants, etc. Je passe des messages aux petits-enfants, parfois je les allume, tout ça, je les stimule, je me moque un peu d'eux ou ils se moquent de moi. Tout ça, c'est bon, garder de l'humour, vous voyez. Et éviter de s'enfermer psychologiquement dans « oh là là, je vieillis, oh là là, j'ai mal aux articulations ». Vous avez mal aux articulations? Vous avez mal aux épaules? Vous n'en servez pas assez. Vous avez mal au genou, vous n'en savez pas assez. En plus, vous ne l'hydratez pas suffisamment. Vous ne buvez pas suffisamment. Donc attention, arrivez à 70 ans à votre hydratation. Ce n'est pas du Coca-Cola, ce n'est pas des boissons comme ça, c'est de l'eau, des tisanes, c'est des bonnes choses. Et là, c'est vrai que nos femmes sont en avance sur nous. Bon, voilà. Je pense que nous les hommes, là-dessus, il y a d'excellents cuisiniers, c'est vrai, mais dans la tenue d'une maison, la femme est quand même au top, quoi. Il faut le reconnaître avec humilité. Même si je suis devenu un expert de passer l'aspirateur, là, je peux vous dire que je suis un expert. Il y a des pommes de terre sautées. Je fais même les murs, les pommes de terre sautées. Je fais les œufs à la coque. Donc tout ça. Et toujours l'activité sportive, 70 ans. Hein. Ah oui, mais même à 77. Hein. Moi, je vois, je suis dans un village actuellement où ça monte beaucoup, donc ça descend. Ben, quand je descends, je suis entre guillemets sacristain, c'est-à-dire je vais ouvrir l'église pour aider parce que c'est beau, cette église est très belle, il y a beaucoup de touristes qui passent. Bon, donc il faut que ça soit ouvert le matin à 10h. Bon, je descends d'un coup de vélo, puis je remonte. Et la remontée, les gens me disent, vous n'avez pas de vélo électrique? Je dis, vous foutez de moi, non? Donc je garde mon activité physique, vous voyez. 80 ans? Ben, j'y suis pas. Je n'y suis pas, mais... Est-ce qu'à 80 ans, il y a des bilans à faire? Il faut continuer, oui, le PSA. Mais c'est sûr que si vous avez un PSA qui monte, bon, c'est pas très grave. Il faut regarder de plus près le delta de différence entre les 12 mois du dosage précédent. Bon, il faut faire attention d'avoir un bon état respiratoire. Ça veut dire, vous savez, nous respirons là en ce moment sans nous en rendre compte. On n'est pas en train de dire à nos poumons, les gars, il faut se mettre au boulot, quoi. On a 300 millions alvéoles pulmonaires de chaque côté. Ça fait 600 millions. C'est très fin. Là-dedans arrive de l'oxygène, et quand je parle, en même temps, je fais rentrer de l'air dans mes poumons. D'accord? Bon. Là, je pense que tous les matins, ça c'est à partir de 70 ans, il faut faire des exercices respiratoires. J'en parle dans le bouquin. Ça veut dire qu'ici, nous avons, entre le ventre et le thorax, un muscle qu'on appelle le diaphragme. Il est de cette forme-là, de chaque côté. Et ce diaphragme est traversé, évidemment, par l'ésophage, pour aller dans l'intestin, l'estomac et tout le reste. Il est traversé par les gros vaisseaux qui viennent des membres inférieurs et du ventre, pour aller vers le cœur, pour que le cœur récupère le sang et puisse le renvoyer toutes les secondes de la tête aux pieds. Bon. Donc, il faut avoir cette activité physique, si vous voulez, qui est absolument essentielle à cet âge-là pour se maintenir. Alors, quelle est-elle? Le danger, c'est un mot, c'est la pantoufle. Le danger, c'est la pantoufle. Pourquoi? Parce que la pantoufle, babouche ou autre, vous traînez les pieds. Quand vous traînez les pieds, vous oubliez, parce qu'on ne vous l'a jamais dit, que sous chaque pied, vous avez un cœur. Ah bon? Un cœur sous chaque pied? Oui, vous avez un cœur plantaire. Bon. Ce cœur plantaire, c'est un grand lac veineux qui est entre les muscles, les tendons, les os, etc., qui fait que quand votre cœur envoie le sang à partir du cœur, il envoie du sang rouge vers votre organisme jusqu'à la racine des cheveux, jusqu'aux ongles des pieds. Il faut ensuite qu'arrivé en bas, il revienne. Il ne peut pas rester là. Sinon, là, vous avez des jambes comme ça. Bon. Donc, pour revenir, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'énergie particulière. La seule énergie, c'est le muscle que vous allez bouger, votre pied, ici vos mollets, la cuisse, donc c'est l'activité physique, plus appuyer sur la plante du pied. Alors, si on appuie mal sur la plante du pied, on a ce qu'on appelle une hémolyse plantaire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les coureurs à pied qui peuvent courir mal et qui appuient mal sur la plante des pieds et qui vont abîmer les globules rouges qui sont là-dedans. Ouais. Vous voyez? Bon. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chaussures maintenant particulières, Adidas et des autres qui savent faire ça. Bon. Donc, important d'avoir une activité physique pour entretenir notre cœur, qu'il reçoive suffisamment le sang dont il a besoin pour nous le renvoyer. Voilà. C'est un aller-retour permanent. Je reviens sur la respiration.
Donc, l'exercice respiratoire, c'est vous êtes debout, vous êtes rasé, pas rasé, lavé le matin, bon. Il faut faire des exercices au minimum 3 fois. Vous remplissez vos poumons par les trous de nez s'ils ne sont pas bouchés. Maximum du maximum, la tête en arrière pour que l'air passe bien. Cet air va être filtré par les cornets que vous avez ici à l'intérieur du nez, du nasopharynx. Bien. Ça va arriver vers les poumons. C'est plein au maximum. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez baissé votre diaphragme pour que les poumons soient pleins comme une éponge d'air de chaque côté. Les 300 millions d'alvéoles de chaque côté. Bon. Ensuite, vous allez vider tout ça. Expirer. Vous allez expirer par la bouche en vous penchant en avant. En faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vider au maximum. En vidant au maximum vos poumons, vous faites monter le diaphragme, qui est une pompe. Et vous comprenez ce que j'explique dans le bouquin, que vous avez la pompe qui descend, vous remplissez les poumons, la pompe qui monte, vous videz vos poumons, absolument essentiel. Et en même temps, vous allez muscler ce qu'on appelle les piliers. Piliers, ça veut dire solide. Piliers du diaphragme, ce sont des muscles. Si vous ne faites pas cet exercice respiratoire, vous risquez de faire ce qu'on appelle une hernie. Alors, il y a des hernies à l'ombilic, il y a des hernies ici inguinales, et il y a des hernies hiatales. Hiatales parce que hiatus, ça veut dire trou, passage. Et si vous n'avez pas une bonne musculature, je l'explique dans le bouquin, de vos piliers du diaphragme, vous allez faire une hernie diaphragmatique. Qu'est-ce qui va se passer? Une partie de l'estomac va passer dans le thorax. Une partie du côlon va passer dans le thorax. Parce qu'il y a un trou béant qui se fait. Et là, c'est curieux, je mange mal, ça passe pas. Quand ça descend, ça remonte, il y a du reflux, etc. Et là, vous êtes en train d'abîmer non seulement les piliers du diaphragme, mais votre respiration et votre alimentation. Ça passe mal. Et ça, c'est irréversible? Non, on peut opérer. Oui, mais enfin, il faut opérer. Il faut aller mettre, resserrer la zone pour que ça marche bien. L'exercice en question, tous les jours, tous les matins, combien de temps, combien de fois? Moi, je dirais, je le fais 5 fois le matin. Ça m'arrive de le faire le soir. Je devrais le faire le soir. Souvent, on l'oublie parce qu'on se dit, bon, je vais me coucher, puis on est bien à bouquiner, etc. Bon, mais je pense que l'idéal serait de le faire. D'abord, vous commencez par 3 fois, ne vous fatiguez pas. Ensuite, le lendemain, vous allez faire 4 fois, ou le surlendemain. Puis vous allez monter à 5 fois, ça c'est très bien. Et le faire également 3, 4, 5 fois le soir. Là, vous faites travailler vos poumons et vous avez une bonne oxygénation. N'oubliez pas que vos globules rouges, ils ont besoin d'oxygène. Hein. S'ils n'ont pas d'oxygène, vous avez les lèvres violettes. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid-19. Ça a été la catastrophe, la catastrophe. Je me souviens, un jour, mon épouse avait le Covid. Bon. Je lui mets le digital pour voir son oxygénation. Elle n'était pas bonne. Elle était 89, 90. Alors, j'ai dit, écoute chérie. Le taux normal étant? Il faut 94. 94. 96, 98. Je dis là, si tu ne fais pas les efforts que je vais te dire de faire, je t'envoie à l'hôpital. Là, ça fait réfléchir. Alors, je l'ai fait faire les exercices. Comme elle était fatiguée, je ne suis pas parti sur 5. J'ai fait faire sur 2. Bon. Au bout de 2, 89, passé à 91. Tu vois, regarde le résultat, lis-le. Bon, elle le voit. Confiance. Bon. Ensuite, on va continuer. Vous n'y allez pas tout de suite parce qu'elle est fatiguée. Vous allez revenir d'ici une demi-heure. Vous lui donnez tout simplement à boire, qu'elle soit bien hydratée, vous ne t'inquiétez pas, vous rassurez, etc. Vous revenez une demi-heure, une heure après. Allez, on va faire l'exo. On va faire un bon exercice respiratoire. Tu pars de 91, paf, 94. Tu ne vas pas à l'hôpital. Vous comprenez? Mais est-ce que ça a été dit à la télé? Est-ce que vous avez vu un de mes collègues passer à la télé pour dire, est-ce que ce gars-là qui aurait dit ça, on lui aurait dit, ce mec, c'est un charlatan? On lui aurait dit que c'était un charlatan, alors qu'il aurait sauvé des vies. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont allés à l'hôpital qui n'en avaient pas besoin. Je vous donne un exemple. Une dame, dans une ville périphérique par rapport à, donc en province, était à l'hôpital. Bon, Marie affolée, qui m'avait appelé, tout ça, bon, je ne la connaissais pas, sauf que je lui demande des paramètres. Il me faut la température, il me faut l'oxygénation, on vous l'a fait, l'infirmière vous l'a... Oui, elle me le prend. Il me faut la tension artérielle, il me faut la fréquence respiratoire. Alors, fréquence respiratoire, vous mettez la main sur le thorax et vous comptez le nombre de fois où vous gonflez, c'est-à-dire où vous êtes en inspiration. Et vous avez une fréquence. Là, si on nous fait la fréquence respiratoire, on est à 12, 14, 16 par minute. Bon.
Mais quand vous êtes en détresse respiratoire, vous passez à 25, vous passez à 30. Bon. Donc cette femme n'était pas du tout en détresse respiratoire. Elle avait une bonne oxygénation, elle était fébrile. Bon. J'obtiens le médecin au téléphone, et le médecin, je lui demande la confirmation de tout cela. Bon. Au bout de 3 jours, tous les jours, elle m'appelait, matin et soir, et bon, très bien. Au bout de 3 jours, elle m'appelle en catastrophe vers 18 h. Elle me dit, voilà, l'anesthésiste est passé, et il m'a dit que je ne passerai pas la nuit, il faut que je sois sous respirateur. J'ai dit, mais attendez, les paramètres de cet après-midi, passez-moi l'infirmière. Parce que l'infirmière, les paramètres étaient bons. J'ai dit, vous n'allez pas sous respirateur, ça va mal tourner. Non, vous sortez contre avis médical. Si vraiment on vous impose le respirateur, alors oui, ils m'ont dit que si je ne prenais pas le respirateur, je sortais. Eh bien, vous sortez. On mettra l'oxygène à la maison si vous en avez vraiment besoin. Donc j'ai fait sortir de l'hôpital. Elle s'en est parfaitement sortie. Vous comprenez? Là, c'était un abus. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait une place en réanimation. Je ne sais pas le détail, mais peu m'importe. Ça peut être une erreur de diagnostic? C'est un abus. C'est ce qu'on appelle un abus thérapeutique. Vous n'en avez pas besoin. Vous savez, quand Frédéric Mitterrand, on peut le dire, ça a été public, a eu le Covid, il a été hospitalisé, il a signé un papier, il a eu raison, hein, en disant « Je ne veux pas du respirateur. Je préfère mourir les yeux ouverts. » Bon, il ne voulait pas mourir, il n'est pas mort d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il n'en avait certainement pas besoin du respirateur, mais lui, il avait remarqué que quand on passait au respirateur, il y en avait qui passaient. Il y avait un taux de mort colossal en passant par le respirateur. Puis il y avait des embolies pulmonaires, etc. Donc, vous vous rendez compte que vous allez mettre, en disant ça, vous mettez le doute à toutes les personnes qui ont eu de la famille et qui ont alors quand ils s'en sont sortis, c'est tant mieux. Oui, tant mieux. Et quand ils s'en sont pas sortis, ouais. Voilà. On peut avoir ce doute-là. Ah, moi je pense qu'on peut avoir ce doute-là, oui, parce que, bon, il y a des fois où il n'y a pas de problème, il faut le faire, mais il ne faut pas abuser. Est-ce que, encore une fois, on vous a dit à la télé, on vous a dit le nombre de morts, le nombre de gars qui étaient atteints, et est-ce qu'on vous a dit, madame, voilà les exercices respiratoires qu'il faut faire, avec un gars qui peut les expliquer, qui peut les montrer avec un schéma et qui le fait lui-même? Jamais vu. Jamais vu. Bon, donc là, je pense que c'est fort dommage et qu'on aurait aidé les gens à ne pas aller jusqu'à cette extrémité de l'assistance respiratoire. Donc cet exercice respiratoire, c'est à partir de inspiration à bloc. Ouais. Trou de nez. Et ensuite, on se penche. Expiration, on se penche et on vide au maximum. Mais là, vous faites travailler vos muscles diaphragmes, vos coupoles, on les appelle les coupoles diaphragmatiques. Et vous musclez les piliers de votre diaphragme. Voilà. 80 ans. Alors, 80 ans, bah, il faut continuer. Hein. Oui. Bon, j'y suis pas, mais je le ferai, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'à 80 ans, j'aurai autant de force pour monter en vélo, ce que je fais aujourd'hui? Je dirais oui si je continue à le faire tous les jours. Vous savez que y a un des cyclistes français le plus âgé, je crois. Il avait 101 ans. J'en parle dans le livre. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, même 106. Hein. Ouais, plus que ça même. Ouais, ouais. Il y a plus de 100 Et vous savez de quoi il est mort? Non, je sais pas. Bah, il a été enfermé. Enfermé en ce sens qu'il a été confiné. Ah. Il n'a pas pu faire de vélo. Alors que le gars, il en faisait tous les jours. Quand on vous disait, vous ne pouvez pas dépasser 100 mètres de chez vous, bah, lui, il ne pouvait pas dépasser 100 mètres de chez lui. Bon, alors que ce gars-là, tous les jours, il prenait son vélo, il sortait. Bon. Donc là, il y a eu des catastrophes. Alors je ne dis pas que c'est exclusivement ça qui a créé, mais si vous êtes habitué à sortir et que vous avez cet âge-là, bah, non d'une pipe, laissez sortir les gens. Quoi. On nous a enfermés d'une manière abusive. J'ai d'autres collègues qui le disent, hein. Je ne suis pas tout seul. Hein. 90 Je ne suis pas non plus. Quand je vois Edgar Morin qui voyageait beaucoup, qui voyage encore, bon, et qui aime beaucoup les voyages, et qui aime beaucoup donner des conférences, et qui a la voix encore pour parler. Les gens, quand ils entendent sa voix à la radio, ils disent Edgar Morin avant qu'on vous ait dit qui c'est. Bon. Donc, ça veut dire qu'il garde une bonne fonction respiratoire. Et à un moment, je lui ai fait acquérir le bol d'air Jacquier. Bol d'air Jacquier, alors c'est quoi? C'est tout simplement un type assez remarquable, René Jacquier, qui était un physicien, un chimiste, qui avait montré que quand vous êtes dans une forêt, vous avez les arbres qui libèrent des molécules qui ouvrent vos voies respiratoires. Et vous avez des asthmatiques, vous avez des insuffisants respiratoires qui vont dans des centres où justement il y a des libérations de ces produits-là. Et ces libérations de ces produits-là qui sont dans les forêts ou dans des centres comme la Cerdagne par exemple, à Océja, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'avoir
un produit chimique qui va libérer ces terpènes, ces limonènes et compagnie. Et ça s'appelle le bol d'air Jacquier. Bol, parce que dans un bol, il y a un liquide. Ce liquide, il est poussé sous forme d'air avec la libération de ces molécules qui ouvrent vos 600 millions d'alvéoles pulmonaires. Et vous vous sentez bien. Vous faites 2 minutes, 3 minutes tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu besoin de ça au moment du Covid. Mais là encore, ça ne fait pas partie d'une autorisation de mise sur le marché. Donc si vous le prescrivez, d'abord ça ne sert à rien de le prescrire parce qu'il faut se le payer ou il faut le louer. Voilà. Je ne suis pas en train de faire la pub pour ce type de produit, mais simplement, peut-être qu'à 90 ans, j'en achèterai un pour respirer mieux si je suis gêné pour respirer, mais j'y suis pas. On parle de la respiration parce que ça fait évidemment partie des 3 angles que vous abordez dans le livre, respiration, la vue et l'audition. Est-ce que dans ces décennies-là, 50, 60, 70, 80, 90 et plus, lorsqu'on parle de vue et d'audition, il y a des étapes importantes? Vous avez des maladies, et j'explique les maladies que vous retrouvez, maladies au niveau des yeux. Vous avez la rétine et vous avez la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Vous avez également le glaucome. Donc, vous avez la cataracte. Bon, donc vous avez beaucoup de choses. Et vous avez des thérapeutiques tout à fait particulières, à la fois pour le cataracte, le glaucome ou la DMLA. Il est certain que les gens ne savent pas, et je le dis dès le début du livre, que notre rétine, elle a besoin d'être nourrie. Comme mes muscles, comme mon foie, comme mon cerveau. Et les cellules de la rétine, elles se renouvellent. Comme les cellules du gustatif de la langue, de l'olfactif. Olfactif, tous les 3 mois, elles se renouvellent. Gustatif, tous les 10 jours. La rétine, tous les 10 jours. Les globules rouges, tous les 120 jours. J'explique par un grand dessin que mon épouse a fait d'ailleurs. J'ai vu les dessins, oui. Voilà. Et vous avez toutes les durées. Votre foie, vous voulez savoir dans combien de temps vous allez le refaire, vous l'aurez refait autour d'1 an et demi. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est important à savoir. Ça veut dire que votre rétine, si on n'est que sur la rétine, il faut penser à la nourrir. Et comment? Oui. Il faut des produits qui sont des nourritures de votre rétine. Là-dedans, il y a des molécules particulières qui sont dans les fruits rouges, par exemple, que vous avez dans le jaune d'œuf. C'est pour ça que moi, je prends 2 jaunes d'œufs, enfin 2 œufs à la coque tous les jours au petit déjeuner, que j'ai une bonne hydratation. Voyez, donc, tout ça est important. Si vous avez de l'hypertension artérielle, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez le glaucome. Bon, si vous avez un glaucome, il faut se presser, parce que ça veut dire qu'il y a une pression importante au niveau de votre globe oculaire et que vous risquez d'avoir une compression en arrière sur votre rétine qui va abîmer votre nerf optique. Nerf optique, il y en a un de chaque côté. Bon, à 100 ans, quand je vois Edgar Morin, quand il me voit, il me reconnaît. Quand il voit mon épouse, il saute au cou. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, il a suivi ça, vous, Edgar Morin. Vous savez quel suivi il a, bien sûr, au point de vue alimentation. En application, tout ça sur l'alimentation. Nutrition méditerranéenne. Et mon épouse lui a donné plus de conseils que je lui en ai donné. Donc elle a été plus médicalement efficace que je ne le suis. Un adepte de l'huile d'olive, oui, mais bien sûr. Les tomates, il va faire son marché. Et il connaît la petite marchande là, qui va lui trouver son persil, qui va lui trouver ses légumes bio, etc. Non, c'est extraordinaire. Donc je crois que ça c'est pour le côté de la vision. Et puis vous avez l'audition. On croit que notre nerf auditif, il n'est fait que pour entendre. Attention, il a 2 fonctions. Il a la statique, c'est-à-dire tenir droit et puis savoir où on est dans l'espace. C'est pour ça qu'on l'appelle le nerf stato-acoustique, statique et acoustique. Bon. Donc, il est certain qu'en vieillissant, nous pensons que nous avons 2 oreilles. Désolé, nous en avons 6. Ah bon? 6 oreilles, docteur, où ça? Je ne les vois pas. Vous ne voyez que 2. Vous voyez les oreilles externes. Et puis vous avez oreilles moyennes. Et puis vous avez oreilles internes. Mon épouse a fait des dessins absolument remarquables là-dedans pour l'expliquer. Donc, oreille externe, vous récupérez le son. Oreille moyenne, c'est au-delà du tympan. Et le tympan, c'est quoi? Tympan, tympanique, c'est une sorte de membrane de tambour que vous avez au fond de votre oreille. Vous avez du cérimène. Attention de ne pas aller mettre trop de coton là-dedans et de ne pas risquer de péter votre cérimène. Bon. Et puis, là-dedans, dans cette oreille moyenne, vous avez 3 osselets.
Des osselets, docteur, j'ai des osselets dans les oreilles. Mais oui, vous en avez 3. Un marteau, s'il y a un marteau, il y a une enclume. Et s'il y a une enclume, il y a en plus un étrier. Donc 3 petits os. Tout ça, je l'explique d'une manière détaillée. Absolument. C'est passionnant. Et c'est la transmission du son qui est arrivé sur la peau du tambour qui va passer sur les osselets. Et les osselets, nous sommes à l'oreille moyenne, arrivent à envoyer le son à l'oreille interne. Et l'oreille interne, c'est un son qui va partir de liquide, qui est dans ce qu'on appelle une cochlée, dans un limaçon. C'est prodigieux. Le gars qui a inventé ça, je peux vous dire que ce n'est pas un humain qui a inventé ça, parce que sinon, on aurait pu je sais pas si on peut le faire. Je ne sais pas si Rémi peut faire un gros plan, on va essayer pendant que vous continuez. Oui, volontiers. Donc, dans l'oreille interne, vous avez le démarrage, non seulement du nerf acoustique pour que cela soit transporté vers votre cerveau, pour que vous entendiez ce que je dis et pour le comprendre. Et puis, vous avez aussi la partie du nerf qui va vers votre équilibre, qui vous permet de vous repérer dans l'espace. Nerf stato-acoustique. Et donc, la personne qui démarre un Alzheimer, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Vous allez lui conseiller d'écouter la bonne musique pour ses oreilles. Le jeune, vous allez lui dire attention aux enceintes qui vous cassent les oreilles. Et puis, vous allez dire à la personne qui commence à avoir un petit Parkinson éventuel qui démarre, allez danser. Allez danser le tango. Allez danser ce que vous voulez. Pour l'équilibre. Pour votre équilibre. Parce que vous allez faire travailler vos nerfs stato-acoustiques, c'est-à-dire la 8e paire de nerfs crâniens. Nous avons 12 paires de nerfs crâniens, tout ça, je l'explique dans le bouquin. La première, c'est le nerf olfactif. La deuxième, c'est le nerf optique. Troisième, quatrième et sixième, c'est les nerfs des yeux, c'est-à-dire la mobilité des yeux. Donc les yeux, mais ils bossent sans arrêt, nos yeux. Les muscles sont dans tous les sens, à la limite même sans bouger la tête. Donc tout ça est passionnant et Christine a fait de très jolis dessins là-dessus pour l'expliquer. Je pense vraiment que ça peut aider les gens à avancer en âge joyeusement. Joyeusement. Voilà. Alors un mot, parce que vous avez peut-être vu, ça a fait l'objet de beaucoup de documentaires. Dans certains pays d'Asie, il y a des peuplades centenaires. Bien sûr. On a vu alors Okinawa. Voilà, et je ne connaissais plus le nom exact, mais et on n'a jamais vraiment su pourquoi est-ce qu'il y avait des dizaines et des dizaines de centenaires précisément à cet endroit. Alors, on a eu des études épidémiologiques qui nous ont donné des données nutritionnelles, en particulier des gens qui consommaient beaucoup de poissons, donc d'oméga 3 par les poissons, saumon ou autre, peu importe, des personnes âgées qui faisaient beaucoup d'activités physiques. Quand vous êtes en Chine, par exemple, au Japon, vous voyez les gens dans les jardins publics qui sont dans des mouvements, vous dites tiens, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ce n'est pas des fous, c'est des personnes âgées qui s'entretiennent. C'est extrêmement intelligent. Donc je pense que ça joue, la nutrition joue. Certainement aussi, peut-être, je dirais, la psychologie, peut-être la spiritualité chinoise ou japonaise, bien que chinois et japonais ne se sont pas toujours très bien entendus. Mais non, je pense qu'on a des explications dans lesquelles il y a en première position l'alimentation. N'oublions jamais que l'alimentation, c'est quand même l'énergie qu'on met dans le moteur. Si dans une bagnole qui roule au diesel, vous mettez un autre type d'essence, vous faites 100 mètres. Vous n'allez pas loin, vous allez vous enquiquiner pour vider tout ça, ça m'est arrivé une fois. Bon, donc, n'oublions pas que la nutrition, c'est pour ça que je suis très centré sur nutrition. Parce que la nutrition, c'est quand même à la base. C'est la base de tout quand même. De tout, oui. Tout ce qui passe dans le tube digestif, ça va traverser le tube digestif, ça va passer dans le foie. Il va y avoir de l'élimination des produits dont vous n'avez pas besoin par les reins, par la transpiration, par la bile qui passera dans le tube digestif. Enfin, tout ça, il faudra en reparler parce que ça fait partie de ce qui est nécessaire pour arriver à ces 100 ans. Est-ce qu'il y a une dimension ou un facteur génétique là aussi ou pas? Alors, on pourrait le dire. Bon, moi, si je regarde ma propre famille, mon père est arrivé à 88 ans. Bon, il a perdu la vie à 88 ans, mais je sais pourquoi. Il a eu une infection qui a été pas très bien gérée. Puis, ma mère a fait une maladie neurodégénérative parce qu'elle était trop seule. Elle avait perdu l'amour de sa vie, ce qu'on peut comprendre. Donc, le stress, l'angoisse, etc. Donc, moi, je pense que les maladies, ça s'explique. On ne les explique pas toutes. On ne les explique pas toutes. Je ne peux pas vous expliquer, par exemple, un cancer du cerveau chez un enfant à l'âge de 4 ans. Ou la maladie de Charcot. Oui. Non, la maladie de Charcot, bon, on voit des maladies de Charcot, par exemple, chez des trop grands sportifs.
Oui. On voit des maladies de Charcot chez les gens qui ont eu de mauvaises habitudes alimentaires. Moi, j'en ai soigné plusieurs. J'ai vu des gens, par exemple, un monsieur qui avait une maladie de Charcot et qui, lui, était dans la viticulture. Et c'était lui qui touillait Ah oui. toute la saloperie qu'on allait mettre sur les vignes pour ne pas que les ouvriers puissent être intoxiqués. Il ne mettait pas de masque, donc il respirait tout ça. Bon, ça peut jouer un rôle négatif. Alors, ce sont des incertitudes. Le tabac, vous savez, le tabac, ça n'a jamais aidé un neurone à fonctionner. C'est pas vrai, ça. Oui, alors après, ça c'est pareil. Il y a des gens qui vont vous dire, mais moi, mon père a fumé jusqu'à 90 ans et ça n'a jamais posé Oui, aucun mais problème. peut-être qu'il C'est fumait genre- dans la vigne et que dans la vigne, avec le vent, c'est la cigarette était brûlée par le vent. Ouais. Bon, c'est tout à fait possible. Oui, c'est C'est possible. comme quelqu'un qui vous dit, je voyais récemment un cancer du poumon chez une femme jeune qui, elle, n'a pas fumé. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, attention, il faut regarder la génétique, effectivement. Il n'y avait pas de cancer dans sa famille, mais il faut fouiller davantage. Il y a des mutations génétiques qui peuvent créer des pathologies particulières sur le rein, sur le poumon ou ailleurs. C'est là, la génétique a fait beaucoup de progrès, comme l'épigénétique. Par exemple, vous avez dans le cadre du cancer du sein, le BRCA1, qui est un gène du cancer du sein. Une personne qui est porteuse de ce gène a 80% de risque de développer un cancer du sein. Mais elle aura d'autant plus de risques qu'on donne des éléments pour que le gène s'exprime. Si le gène fait dodo, qu'il dort, il ne s'exprimera pas. Bon. Donc si par contre cette personne fume, a du surpoids, prend des hormones, voilà, il faut en parler. On ne parle pas suffisamment de prévention. Et le livre Centenaire en pleine forme, c'est un livre de prévention. C'est un livre de prévention pour rester en pleine forme et en pleine santé. Je donne les maladies de l'âge, pour les maladies des yeux, pour les maladies respiratoires, pour les maladies concernant le problème des oreilles. Acouphènes. Je vous disais, j'ai des acouphènes. Voilà. Et ça y est, je viens de les brancher, j'entends les cigales. C'est très sympa. J'ai l'impression que je suis au soleil, voilà, au bord d'une piscine ou de la Méditerranée. Il y a des gens pour qui ça pollue la vie, ça. Mais par contre, vous regarderez les causes des acouphènes, le nombre de médicaments qui sont en cause. Ça vous fait réfléchir quand vous avez des traitements. Moi, je considère qu'une personne à laquelle on prescrit un médicament, elle a confiance dans le médecin qui prescrit, elle a raison. Mais il faut qu'elle demande les effets secondaires. Le médecin, soit il n'a pas le temps, soit lui dit, madame, monsieur, allez voir sur Internet, effets secondaires de ce médicament. Voilà. Regardez les effets secondaires. Il y a toute une litanie d'effets secondaires. Bon. Ou alors le médecin le prend mal et vous dit, écoutez, si je vous le prescris, c'est que... Oui, d'accord, mais moi je veux connaître quand même les effets secondaires. Si ça m'empêche de dormir, par exemple, si ça me donne ceci, si ça me donne cela, je préfère le savoir, parce que comme ça, je saurai. En cancérologie, vous avez un médicament qui est un anti-aromatase, qu'on appelle le Femara. Bon, ce médicament peut donner des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, etc. Donc, quand la personne, vous la prévenez, qui a ce type de douleur, elle va peut-être l'accepter. Si vous ne la prévenez pas et qu'elle a ces douleurs, elle dit « mais qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas bien ». Alors elle a peur de faire une récidive sur les os, sur le système ceci, on va faire des examens complémentaires. Alors que si vous avez prévenu la patiente, vous risquez d'avoir ce type de trouble, bon ben voilà, vous le savez et vous l'acceptez. Vous comprenez? Bon, donc il faut aider les patients à être actifs de leur santé, même s'ils prennent des médicaments. Et d'ailleurs, les laboratoires font leur boulot. Parce que effets secondaires, vous allez sur Internet, vous tapez, vous avez tous les effets secondaires. C'est très clair. Voilà. Allez, 2 petits mots pour terminer l'émission. Professeur Jean Joyeux. Alors, Jean, c'est notre fils aîné, votre fils. qui lui a fait des études de médecine d'abord en France, et puis ensuite, comme il a pu passer le cap, il est allé en Italie, il a été reçu à la faculté de médecine de Turin, donc il a fait ses études là-bas, et puis à un certain moment, vers la 5e année, il a arrêté, parce qu'il a vu que c'était peut-être pas sa voie, et il est parti sur la nutrition. Et sur la passion. Il enseigne à Genève, il consulte pour les problèmes de diabète, de surpoids, d'obésité, etc., de maladies auto-immunes, et je me rends compte qu'il y a une grande efficacité, parce qu'il y a des gens qui me disent je voudrais l'avoir en consultation. Je dis écoutez, voilà son adresse, vous vous débrouillez avec lui. Et non, et il m'apprend beaucoup de choses. Hein, parce que dès que je ne sais pas quelque chose, je lui demande. Mais vous êtes toujours bien entouré en fait dans vos ouvrages. Hein. Ah ben toujours. C'est toujours. Hein, toujours. Donc là, il est mon expert, entre guillemets. Exactement. Et alors la deuxième question, si vraiment je devais me faire un peu l'avocat du diable, en tout cas peut-être les mauvaises langues diraient, mais
c'est pas bon pour la planète qu'on soit tous centenaires. Ah, c'est pas bon pour la planète, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc, Est-ce que la planète peut supporter effectivement le fait écoutez, qu'on soit tous centenaires un jour? il y a un homme qui a écrit un bouquin absolument remarquable dans les années 80 à peu près, et qui a été secrétaire d'État, je crois, sous Giscard ou avant, bon, peu importe. Et il est le père d'un type qui se dit philosophe et qui s'appelle, je cherche son nom, mais ça va me revenir. Bon, bref, il a écrit un bouquin disant la planète peut nourrir jusqu'à 100 milliards d'hommes. On n'y arrivera jamais. Seulement, il faut l'organiser, la planète. Le problème, c'est que la planète, elle est mal organisée. Nous sommes mal organisés. Donc, nous sommes 7 milliards et on crie attention, on ne va pas y arriver. On vous dit il faut nourrir l'Afrique. Moi, je suis allé en Afrique. J'avais vu sur place. Écoutez, franchement, nous, Européens, nous, Américains, qu'est-ce que nous faisons? Nous exploitons quand même. Il faut être clair. On leur prend des choses qui valent très cher, qu'on leur paye que dalle. Bon, ce sont des gens qui sont souvent en bonne santé, qui sont très intelligents, qui ont absolument tous les neurones que nous avons. Prix Nobel, voilà. Mais on les maintient dans un état, si vous voulez, de dépendance. Dépendance de nous, parce que nous leur donnons de l'argent, certes, mais nous payons minimum. Donc je crois que l'équilibre de la planète dépend beaucoup de l'équilibre entre les continents, l'Afrique, l'Europe, les Amériques, etc. Et cet équilibre des continents, il n'y est pas. Il n'y a qu'à voir les migrations que nous observons aujourd'hui. Voilà. Et ces migrations sont dues à quoi? Au fait que chez nous, il y a de l'assistance plus qu'ailleurs. Chez nous, peut-être on mange mieux. Chez nous, ceci, chez nous, cela. Alors que, bon, nous n'avons pas de migration de l'Europe vers l'Afrique. C'est l'inverse. Il faut regarder les choses en face. On peut se questionner, en tout cas, on est dans la prévention et c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir, qui donne aussi beaucoup de conseils pratiques, qui permet aussi d'en savoir plus sur l'aspect purement physiologique et dont le psychologique dépend aussi. Bien sûr. Et l'un ne va pas sans l'autre. Absolument. On est bien d'accord, centenaire en pleine forme. Bien respirer, bien voir, bien entendre avec le professeur Henri Joyeux et son fils. Docteur Jean Joyeux? Non, il n'est pas docteur? non. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. D'accord. Il est resté dans le domaine de la nutrition. D'accord. Il a ce qu'on appelle les titres de la diététique, si vous voulez, qui sont les titres officiels, et qui fait que comme ça, il peut fonctionner tout à fait normalement. En tout cas, c'est un travail de famille puisque les illustrations sont de Christine. C'est mon épouse, tout à fait. Joyeux. Voilà. Merci professeur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et procurez-vous l'un de ces ouvrages aux éditions du Rocher. Merci à tous, partagez, commentez comme d'habitude. Salut.